Développeurs et développeuses, bonsoir, c'est Graven pour ce 20e épisode sur le développement en Java et donc aujourd'hui on va se concentrer sur un nouveau sujet qui va concerner la construction de nos classes. Je parle de la notion de Design Pattern Builder. Alors vous savez, en programmation on rencontre parfois des problématiques de conception logicielle qu'on tente de résoudre un peu à notre sauce parfois, surtout quand on débute on n'a pas forcément les bonnes pratiques, et le Design Pattern ou patron de conception c'est un moyen de pouvoir faire cette structure et de pouvoir donner une vraie architecture à notre code. Alors justement, on va tenter ensemble de résoudre un premier problème. Pour ça, vous allez vous rendre sur votre IDE favori, ça peut être Eclipse, IntelliJ ou un autre, peu importe, et je vais vous demander de créer une nouvelle classe. Par exemple, je vais créer une classe qui va représenter un utilisateur sur un site ou un jeu vidéo par exemple, et on va lui donner ses caractéristiques qui lui sont propres. Par exemple, un utilisateur possède un nom, un prénom, une adresse et un numéro de téléphone. Donc je vais créer ces 4 caractéristiques qui sont toutes des chaînes de caractères du texte. Donc last name c'est le nom de famille. On a ensuite le prénom, first name, ainsi que le numéro de téléphone. Et enfin pour finir, on a l'adresse de la personne. Une fois qu'on a défini les attributs, on va générer le constructeur et les méthodes. Donc là, on met notre souris sur last name, add constructeur parameter. Et là, vous pouvez rester appuyé sur Shift pour les sélectionner directement. Comme ça, ça va générer les 4 d'un coup et vous n'avez même pas besoin de le faire à la main. On a un constructeur où lorsqu'on veut créer un nouvel objet user, on va devoir spécifier les 4 valeurs qui sont obligatoire. Enfin, il nous restera plus qu'à créer quelques méthodes pour pouvoir récupérer par exemple le nom de famille, donc get last name, je fais juste entrer, hop, il me le génère, et même on peut mettre un get address, et là ça le génère. Donc ça, c'est une classe standard qu'on a l'habitude d'utiliser. Si maintenant je veux m'en servir pour générer un premier utilisateur, un nouvel objet à partir de cette classe, et ben je vais me créer une nouvelle classe main, avec dedans la fonction main directement. Donc comme ça, à ce niveau-là, je vais créer un nouvel utilisateur qui va me permettre de créer une nouvelle instance de cette classe, donc pour créer un nouvel objet. Donc je vais devoir spécifier les 4 valeurs. Donc en premier, un nom de famille, par exemple, je vais mettre Richard. On va mettre ensuite le prénom, Paul, un numéro de téléphone et enfin une adresse, par exemple 21 rue des Potirons. Donc là, on peut très bien dézoomer et on n'oublie pas le point virgule à la fin. Si maintenant je vous demande de créer un deuxième utilisateur, mais cette fois-ci on ne connaît que son prénom et son nom de famille, Laurent Belfort. Vous allez faire quoi ? Vous allez créer une nouvelle variable, user2. On va créer un nouvel objet et lui donner comme nom de famille Belfort et comme prénom Laurent. Et comme les autres valeurs sont inconnues, on va mettre nul. Comme ceci. Si maintenant je vous demande de créer un troisième utilisateur, et cette fois-ci on connaît que son prénom et son numéro de téléphone, pareil, vous allez faire un user3 et créer uniquement l'objet avec les données que vous connaissez. Le nom de famille, on l'a pas, nul. Le prénom, on l'a, par exemple Léa. Et le numéro de téléphone, 010203. Et enfin l'adresse, nul. On se rend vite compte du problème. Parfois, on a des utilisateurs, on n'a que 2 infos, parfois on n'en a qu'une seule, parfois on a toutes les infos, et donc on est obligé de laisser des nuls traîner un petit peu partout. Et bien c'est justement là où la notion de Design Pattern Builder va entrer en jeu. On va pouvoir, dans la classe User, dissocier la partie construction de l'objet avec sa représentation. Donc il y aura 2 classes à part. Une classe où on va mettre comment on représente l'utilisateur et une autre classe qui va permettre de fabriquer des utilisateurs avec uniquement les caractéristiques dont on a besoin. Comme ça, on pourra créer un utilisateur avec uniquement ici le prénom et le téléphone, ou ici uniquement le nom de famille, le prénom et aucune autre info. Vous voyez, ce sera beaucoup plus simple. Donc c'est parti pour la transformation. Vous allez commencer par supprimer le constructeur et à la place, on va mettre ici une nouvelle classe interne, public static class, qui va s'appeler user builder. Comme ceci. Vous voyez ici, il y a le mot-clé statique, tout simplement parce qu'on va pouvoir la créer depuis main sans avoir besoin de faire l'instance de cette dernière. Deuxième étape, on va dupliquer ici les caractéristiques de l'utilisateur pour en faire doublon dans User Builder. En effet, lorsqu'on va construire l'objet User Builder, on va lui donner des valeurs, vous êtes d'accord avec moi. Ces valeurs, il faut les enregistrer quelque part pour qu'une fois que l'objet soit complet, on puisse faire une méthode build qui, elle, va construire l'objet final avec toutes les valeurs qui seront passées ou mises par défaut. Donc ça, c'est la deuxième étape. Juste en dessous, c'est ici qu'on va commencer à créer nos méthodes pour construire l'objet attribut par attribut. C'est-à-dire qu'on va se créer une première méthode pour, par exemple, définir le nom. Public void with last
name et je vais lui demander de passer le nom de famille en argument. Donc ça va me permettre, lorsque j'ai besoin de définir un nom à mon utilisateur, de lui associer la valeur que j'aurai récupérée en argument. Donc pour l'affecter, c'est très simple, c'est comme pour une classe standard. On fait diff pour cibler l'objet courant, point lastName et on va lui donner la valeur qu'on récupère en argument. Alors là, vous allez me dire, ok Graven, c'est super tout ça, mais qu'est-ce qui change par rapport à avant? Là, tu as juste créé une deuxième classe pour rien. Ça sert à rien du tout. Eh bien non, c'est là que ça devient intéressant. C'est que à chaque fois qu'on va appeler une de ces méthodes, on va affecter la valeur et ça va nous renvoyer le builder en question, this, ce qui va permettre ici de pouvoir non pas faire une instruction qui ne renvoie rien, mais renvoyer un user builder. Et comme ça, je peux refaire une instruction par-dessus. C'est-à-dire que par-dessus, je peux très bien refaire un with first name par exemple, et ça va fonctionner. Mais cette fois-ci, je ne vais pas prendre un last name, mais je vais prendre un first name. On continue. Troisième méthode qui va permettre cette fois-ci de définir le téléphone. Donc string phone, this phone égale phone. Et enfin, la dernière, with address, avec ici l'adresse de la personne que je viens définir à ce niveau-là. À partir de maintenant, on va devoir se créer une méthode pour construire l'objet final à partir des données qu'on aura affectées avec ce builder. Donc je vais faire un public user, puisque ça va nous renvoyer un objet user au final. Je vais l'appeler build, le nom de la méthode. Et là, je vais simplement venir récolter toutes les données qui auront été modifiées grâce à mes différentes méthodes pour pouvoir construire l'objet user, comme ceci. Donc new user. On commence avec le first name. Je vais lui donner la valeur de first name. User last name, user adresse, et enfin user phone. À partir de là, je vais pouvoir renvoyer l'objet construit avec toutes ces informations. Donc là, on vient de finir la construction de notre user builder. Pour l'instant, vous ne voyez pas forcément l'utilité puisqu'on n'a pas encore utilisé cet outil. On va retourner dans le main et regarder, on a des erreurs partout puisque le constructeur n'existe plus. Donc on va prendre le cas des users 2 et 3 pour que vous compreniez. Je vais les commenter et on va utiliser notre builder. Donc pour le premier, vous voyez que je ne connais que le nom de famille et le prénom. Je n'ai pas les autres infos. Donc c'est inutile d'appeler le with phone et le with address. Donc je vais juste faire ici un user2 égale new user.userBuilder. Donc là, j'utilise la classe que j'ai créée. Mais je ne m'arrête pas là. Je vais actionner par-dessus la méthode pour pouvoir affecter le nom de famille with last name, Belfort. Et étant donné qu'ici, ça me renvoie toujours un user builder, et bah par-dessus, je vais pouvoir chaîner une deuxième instruction with first name pour donner ici le prénom Laurent, comme ceci. Et comme c'est toujours chaîné et que ça me renvoie un user builder, je peux continuer à la suite et remettre une instruction. Sauf que moi, j'ai besoin d'un objet user. Donc quand j'ai fini de donner toutes mes infos, je fais un point build qui va me donner l'objet final construit, comme ceci. On va faire la même chose avec user3. User3 égale new user.userBuilder. .with, donc là, j'ai uniquement le prénom, donc first name Léa. Et j'ai le numéro de téléphone, donc .with phone 01 02 03. Et comme je n'ai aucune autre information, je vais pouvoir construire mon objet. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc quand vous arrivez à beaucoup d'instructions, vous pouvez aussi mettre devant le point un espace. Comme ça, ça vous permet aussi d'avoir une meilleure lisibilité sur les différentes étapes de la construction de votre objet. Ok, ça fonctionne aussi comme ça. Donc là, on peut se débarrasser du code qu'il y a juste avant. Alors là, vous allez me dire, mais Graven, que va-t-il se passer si on tente de récupérer une valeur qui n'existe pas dans l'objet en question? Par exemple, ici, je n'ai que le prénom, mais je n'ai pas le nom de famille. Donc si je tente ici de faire sysout de user3.getLastName pour le nom de famille, et lorsque je vais lancer mon programme, ça va me mettre nul. Effectivement, je n'ai pas l'information. Pour pallier à cela, vous avez plusieurs techniques. La plus simple, c'est dans votre user. Lorsque vous créez vos différents attributs dans le builder, vous allez pouvoir donner des valeurs par défaut si la méthode n'est pas appelée. Bah oui, si on n'appelle pas with last name, ça donne pas de nom de famille, donc ça c'est égal à nul. Donc c'est pour ça, vous pouvez mettre là des valeurs par défaut. Par exemple, je vais mettre nom de famille non défini. Ici, prénom non défini. Là, pas de numéro défini. Et enfin, l'adresse, aucune adresse, comme ceci.
Et si maintenant je relance mon code, nom de famille non défini, donc ça a bien pris la valeur par défaut. Si maintenant dans mon user 3, je décide d'affecter cette valeur, donc peu importe, je peux faire l'instruction ici ou même ici, l'important c'est que ce soit fait avant la construction de l'objet avec le point build. Donc par exemple je mets ici et je vais faire un point with last name et donner ici le nom de la personne qui a été renseignée et je sais que son nom de famille c'était Doliprane. Je relance le projet et là on a bien la valeur, donc ça fonctionne parfaitement. Donc effectivement, il existe d'autres pattern builders différents avec des classes, avec des interfaces. Également, on peut le faire avec des lambdas. Je vous mettrai quelques liens dans la description vers des conférences ou d'autres choses. Mais gardez à l'esprit que là, c'est une première présentation et que les prochains tutos Java qui arriveront sur la chaîne viendront compléter cette notion et vous présenter d'autres patterns différents. Donc c'est vraiment pour déjà faire une première introduction, mais sachez qu'il y a d'autres moyens de faire des pattern builders. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, j'espère que ce 20e épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cocher la cloche des notifications. Et on se retrouve pour de nouveaux tutos sur la chaîne et de nouveaux codes actu. C'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.